Donc on va tout de suite passer à la communication de Barbara Hersant, donc, qui va nous parler des évolutions de l'apport et la compréhension des outils chirurgicaux innovants pour la chirurgie de la silhouette. Donc on va aller des ultrasons au laser et à la colle biologique autologue. Tout un programme. Discipline complètement évolutive où les industriels apportent des solutions nouvelles. Merci à Béatrice de nous avoir présenté la première innovation technologique qui semble assez efficiente. Donc juste sur le cas de pneumomédiastin et pneumothorax qu'il y a eu, il me semble, de ce que j'ai compris, c'était un chirurgien qui refusait de faire des contre-incisions, qui refusait d'évacuer les gaz. Donc les chirurgiens digestifs savent très bien que les gaz, il vaut mieux les évacuer après une intervention parce que ça peut migrer. C'est vrai que les plasticiens n'ont pas cette culture, mais c'est très important d'aspirer ces gaz. C'est vrai qu'en France, on a un peu de retard sur toutes ces innovations technologiques, probablement parce que tout ça a un coût et que les patients français n'ont pas forcément l'habitude de payer pour leur santé. Donc moi, j'ai choisi de vous présenter, je n'ai pas de conflit d'intérêt, 3 innovations technologiques dans le cas des séquelles d'amaigrissement, 2 physiques et 1 biologique. La première, c'est celle du vaseur. Moi, c'est une technique, je vous la présente parce que c'est un outil que j'ai maintenant depuis plus d'1 an dans le service de chirurgie plastique et qui, je pense, a vraiment révolutionné ma pratique chirurgicale. Donc, c'est un outil qui semble être classique, un outil de lipoaspiration simple, sauf qu'en plus, vous avez un amplificateur d'ultrasons. Donc, on va d'abord traiter, je vais vous expliquer avec des vidéos, on va traiter la graisse avec des ultrasons au préalable avant de l'aspirer. Et on a une pédale en Bluetooth. Donc on peut travailler, on a plusieurs pédales et on peut travailler soit en ultrasons, soit en infiltration. L'infiltration est motorisée, donc tout ça est assez intéressant. Donc ça, ce sont les canules qui vont délivrer des ultrasons. On a différentes canules. Donc on va pouvoir choisir notre canule en fonction de la qualité de la graisse. Donc pour les graisses fibreuses et dures, on va utiliser des canules avec un ring pour qu'il y ait beaucoup plus de puissance. Et pour des personnes qui vont avoir une graisse très molle, comme on peut voir dans les séquelles d'amaigrissement, on va utiliser d'autres types de canules et on va utiliser un mode pulsatile pour moins risquer de léser la peau. Alors comment ça fonctionne? Le premier temps, c'est toujours une infiltration de la graisse. Dans ce cas-là, une infiltration motorisée pour liquéfier cette graisse. Le deuxième temps, c'est un temps de fragmentation et de cavitation. Donc on va traiter la graisse en sous-cutanée avec cette canule d'ultrason, donc ça prend plus de temps et ça va créer comme des petites bulles de gaz entre les adipocytes. Et ce que ça va permettre, c'est pas du tout de faire éclater les adipocytes, parce qu'en plus on peut réutiliser cette graisse pour la réinjecter ailleurs. L'objectif, c'est de séparer les adipocytes les uns entre les autres. Donc là, c'est une photographie des cellules qui vous montre que les cellules ne sont pas lésées, mais par contre, il y a l'espace intercellulaire qui est écarté, qui est agrandi. Et l'objectif, en fait, c'est que ces cellules, elles soient séparées les unes des autres pour qu'elles ne forment plus un tissu, mais un liquide. Le deuxième temps va être l'extraction de la graisse. Donc moi, c'est clair que depuis que je fais cette fragmentation et cavitation avec les ultrasons, j'aspire des quantités de graisse beaucoup plus importantes en un temps beaucoup plus rapide. Moi, ce que j'aime bien dire aux patientes, c'est que le tissu graisseux, c'est un peu comme un nid d'abeilles. Donc, quand on fait une liposuction classique, eh bien, on va enlever ces lobules graisseux de ces nids, mais quand on l'a enlevé, il reste quand même toute cette armature collagénique, finalement, qui reste, donc cet espace entre la peau et la peau névreuse superficielle du muscle. Eh bien, c'est là où il est très intéressant d'utiliser cet outil, c'est que cette canule d'ultrason, elle va non seulement liquéfier la graisse, mais en plus, elle va chauffer cette armature collagénique, en fait, cette armature, et elle va permettre une rétraction. Donc ça, alors, c'est pas aussi efficace, je pense, que le J-plasma. Alors, moi, je vais toujours au congrès à Dubaï parce qu'ils utilisent des choses, ils sont sans limite au niveau des budgets. Donc, ils ont toutes les dernières technologies et ils utilisent, eux, carrément cet outil, plus ce que vous a présenté Béatrice, tous les jours en pratique courante. Donc c'est pas encore notre expérience malheureusement en France. On a toujours peur des brûlures et des complications, donc on fait de manière séparée. Mais c'est vrai que le vaseur va aussi rétracter la peau, peut-être pas aussi bien que le J-plasma, mais déjà on aura beaucoup moins de séquelles de lipoaspiration. Donc l'objectif, c'est d'obtenir vraiment une graisse liquéfiée. Et on utilise des canules à bore-mousse. Et ce qui a été démontré, c'est que ces ultrasons ne vont absolument pas léser les lymphatiques, ni les nerfs, ni les vaisseaux. Donc on a
très peu de complications. Je vous montre juste un petit film très rapide pour vous montrer comment ça se passe au bloc opératoire. Donc on commence par l'infiltration classique après des micro-incisions. L'infiltration est motorisée, on sait exactement combien on infiltre. En gros, pour ne pas brûler la peau, nous c'est vrai qu'on est un petit peu frileux, on se dit que pour 100 ml de liquide infiltré, on peut faire 1 minute d'ultrason pour ne pas brûler la peau. Je couds des anneaux en silicone pour ne jamais brûler la peau et pour ne pas avoir d'hyperpigmentation au niveau de ces petits orifices de prélèvement. Et là, on va traiter toute la graisse sous-cutanée avec les ultrasons. Puis, on procède à la lipoaspiration. On a vraiment une graisse de très bonne qualité qui n'est absolument pas sanguinolente puisqu'on ne laisse pas les vaisseaux et on récupère une quantité assez importante et on va avoir une rétraction cutanée. Donc là, c'est pour vous montrer les techniques et donc on a un pinch test tout à fait intéressant diminué avec une peau qui se rétracte beaucoup mieux. Alors ça, c'est des résultats sur des bras après séquelles d'amaigrissement et chirurgie bariatrique. Vous voyez le avant, donc c'est une femme qui ne pouvait pas s'habiller, qui était obligée de mettre des blouses. Vous voyez le résultat immédiat et le résultat à 1 mois. Donc on voit quand même de belles rétractions. Pareil, l'association du vaseur lipoaspiration avec lifting de cuisse, on a vraiment une amélioration au niveau de la qualité de la peau parce que normalement, ces techniques-là n'améliorent pas l'aspect cellulitique. Donc là, aujourd'hui, on va de plus en plus loin dans les technologies. Donc on fait les plasties abdominales, comme vous a montré le docteur Roccaro, en associant des cures de diastasis, mais en plus, on va faire un traitement au vaseur lipo, donc ultrason plus lipoaspiration à 360 degrés, et on va obtenir des résultats très intéressants. Et aujourd'hui, dans notre spécialité, rien ne se perd, tout se transforme. Donc en général, on ne jette pas la graisse et on la réinjecte ailleurs, donc dans les seins, dans les fesses. Donc on va complètement remodeler la silhouette. Notre collègue nous a parlé de lipoaspiration 3 dimensions, haute définition, il y a différents termes. C'est des choses qui sont extrêmement développées dans les autres pays du monde, qu'on fait très peu en France. Je trouve ça intéressant, c'est pas forcément esthétique là ce que je vous montre, mais c'est pour vous dire qu'on peut vraiment travailler les ombres et lumières. Donc c'est-à-dire si vous insistez en lipoaspiration avec ces techniques de rétraction cutanée au niveau des insertions musculaires, eh bien vous allez obtenir une petite dépression et donc une ombre. Donc c'est ce que font les artistes avec des ombres et des lumières, et donc ça crée comme des creux, et on a cette illusion finalement de musculation. Donc c'est pas forcément très joli là chez une femme, mais on peut redessiner et avoir un aspect plus naturel de plastie abdominale. Donc ça, c'était pour la première innovation technologique que je voulais vous présenter et qui marche très bien, puisque là, actuellement, pour cette technologie-là, j'ai presque 1 année d'attente de patients pour l'accès au bloc opératoire. La deuxième innovation que je voulais vous présenter, que j'utilise très fréquemment, c'est un laser péropératoire. C'est Urgo qui a développé ça et qui a obtenu le marquage chez eux dans cette indication. C'est pour le laser directement en stérile au bloc opératoire sur la cicatrice fraîche. Je vous le présente parce que ça pourrait, c'est nous les plasticiens qui l'utilisons, mais ça pourrait être utilisé par tous les chirurgiens, toutes les spécialités. Pour la prévention des cicatrices pathologiques et disgracieuses. Alors, c'est un laser très ancien, c'est une longueur d'onde, c'est une diode, donc c'est un vieux laser, donc ce qui ne justifie pas le prix de la machine, mais bon, c'est déjà intéressant de pouvoir utiliser un laser au bloc opératoire. Donc la cible, c'est la protéine HSP70, qui est l'Heat Shock Protein qu'on retrouve dans le derme, et il y a eu plusieurs études qui montrent que le fait d'activer cette protéine dans le derme, on va obtenir moins de fibrose post-opératoire et plus de collagène. Donc d'abord, il y a eu des études précliniques sur le rat, après cicatrisation et laser immédiat, on obtenait une cicatrisation 4 fois plus rapide avec une cicatrice atténuée, que ce soit sur le plan clinique ou histologique, avec des prélèvements qui montraient plus d'expression de cette protéine. Il y a eu 2 études cliniques, dont une étude française, qui est une étude marseillaise, ce qui ont été des études contrôlées, où on faisait une partie de la cicatrice sans laser et une cicatrice avec laser, et dans les 2 cas, les résultats étaient positifs. Donc cette longueur d'onde-là, pour un laser, il y a différentes longueurs d'onde, c'est un laser diode. Donc le laser diode ne va pas entraîner, si vous voulez, d'impact au niveau de la peau, donc vous n'allez pas avoir d'abrasion, contrairement au laser de resurfaçage classique qu'on fait chez le dermatologue. Et vous pouvez l'utiliser sur tous les phototypes. Vous n'aurez pas d'hyperpigmentation ou de complications. Donc en ça, c'est intéressant.
Alors je vous montre un petit peu comment ça marche. C'est un laser normalement qui devrait coûter très peu cher, mais là il y a un coût puisqu'il faut acheter du consommable pour que le laser se déclenche. Donc vous allez coller ces petites pastilles sous la cicatrice et vous allez appliquer le laser pastille par pastille, et là le laser peut se déclencher. Donc en fait vous êtes obligé d'acheter du consommable par patient, et c'est comme ça que Urgo se rémunère évidemment. Donc je vous montre une petite vidéo de ce que je fais au bloc opératoire. Donc là j'ai fait une chirurgie, une cure de ptose des seins après séquelles d'amaigrissement, et immédiatement je vais traiter la cicatrice fraîche avec ce laser péropératoire, donc qui est intéressant parce que bon, globalement il n'y a jamais d'effet secondaire, il n'y a pas de risque particulier. Alors c'est vrai que vous voyez, après une chirurgie bariatrique, on a des abdomens. Là, chez une jeune femme de 26 ans, vraiment, elle a un abdomen de femme. Enfin voilà, on ne sait même pas quel âge elle a. Pourtant, elle est jeune. Donc on peut vraiment l'améliorer avec une plastie abdominale. Là, en l'occurrence, c'était une abdominoplastie circulaire. Donc oui, le résultat avant-après est magnifique. Et moi, cette cicatrice, elle me pose problème. Donc c'est une fumeuse. Bon, ça, on le sait, hein, les fumeurs font des cicatrices plus élargies, qui s'hyperpigmentent, mais c'est vrai qu'on se dit, c'est quand même tentant d'utiliser ces lasers péropératoires pour améliorer la rançon cicatricielle. Donc la paternité de ces études revient au professeur Casanova qui est à Marseille, qui nous a présenté ses résultats qui étaient intéressants, où il a traité des seins. Un côté, donc le patient était son propre témoin. Ça, c'était intéressant parce que c'est très difficile de faire des études dans la cicatrisation parce qu'il y a tellement de facteurs de confusion entre l'alimentation, les origines, etc. Donc là, c'était intéressant puisque le patient était son propre témoin. Un côté était traité par laser, un côté non. Et ce qu'on voyait dans cette étude, c'est que la cicatrice, alors elle est toujours là, hein, elle est toujours présente, on ne peut pas faire de la magie, mais elle était, si vous voulez, moins élargie et un peu moins en relief entre le côté non traité et traité. Moi, mon expérience, j'ai traité pour l'instant 150 cas. Alors j'étais étonnée en voyant pour faire mon topo que finalement j'ai traité que des femmes. Alors je me suis posé la question, est-ce que c'est moi qui suis discriminante et qui ne le propose pas aux hommes? C'est bien dommage. Je pense pas, c'est vrai que quand je le propose, c'est vrai que donc, les patients doivent participer à leur traitement et ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale. C'est vrai que là, en l'occurrence, c'est plutôt les femmes qui ont voulu faire ce type de traitement. Dans ma petite expérience, j'ai eu que moins 10% d'insatisfaction. Après, en même temps, je traite toute la cicatrice, donc j'ai pas de contrôle. Donc finalement, on peut pas vraiment savoir si on n'avait pas fait le laser, s'il y aurait une amélioration ou pas. En tout cas, il n'y a pas d'effet secondaire. Au final, on chauffe le derme, on chauffe cette protéine, donc il peut y avoir que quand même un résultat bénéfique. Donc, au final, est-ce que c'est un outil marketing? Alors c'est vrai que Urgo vous accompagne, alors il vous amène dans votre salle d'attente des flyers avec des QR codes. Le patient peut déjà, avant même de vous voir en consultation, faire tout un questionnaire où en plus il photographie sa peau pour dire est-ce qu'il est à risque ou pas de cicatriser mal ou pas. Et donc du coup, voilà, forcément ça pousse les patients à choisir ce type de prestation. Moi, à partir du moment où la balance bénéfice-risque elle est plutôt positive, moi je le propose. Donc c'est un coût élevé puisqu'en moyenne il y a quand même 350 € de consommables par patient. Et après, bon, pour les chirurgiens qui ne veulent pas se munir de cet outil-là, il y a toujours des lasers de resurfaçage classiques qu'on peut faire à distance des chirurgies avec les dermatologues ou d'autres médecins. Donc c'est intéressant parce que c'est vrai que par exemple dans les liftings de bras, les cicatrices sont dramatiques parce que c'est des grandes zones de tension, on va beaucoup solliciter les cicatrices sont souvent très épaisses. C'est vrai qu'on a l'impression qu'en utilisant ce type de laser, on va quand même diminuer la rançon cicatricielle. Et je terminerai par une dernière innovation qui est une innovation biologique. Il me semble que du coup Redjon a fait un don à la société, à l'Académie de chirurgie. Moi, je trouve que c'est une innovation tout à fait intéressante. Elle est biologique. C'est une colle autologue, donc avec ses propres cellules, qu'on fait en extemporané directement au bloc opératoire. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Déjà, ce produit il est basé sur les plaquettes. Donc, dans les plaquettes, vous avez à peu près plus de 3000 molécules bioactives qui vont libérer plein de facteurs de croissance. Ces facteurs de croissance, ils sont tout à fait intéressants parce qu'on va le voir par la suite, mais ils sont antifibrotiques et anti-inflammatoires en général. Puis il y a une autre chose, ça on ne sait pas très bien. On sait que dans les plaquettes, il y a des mitochondries et on sait que la mitochondrie, c'est en général la clé de la régénération tissulaire. Donc est-ce que le fait d'apporter aussi des mitochondries au tissu, est-ce que ça ne serait pas intéressant? Donc en gros, au bloc opératoire, on va faire un prélèvement sanguin
en circuit fermé, dans un tube. Moi, ce que j'aime bien avec ce procédé, alors j'ai pas de conflit d'intérêt avec eux, c'est juste que c'est ce que j'utilise en pratique courante, parce que dans ces tubes, vous avez un gel séparateur qui va permettre de séparer vos cellules sanguines de votre plasma riche en plaquettes, donc des globules rouges du plasma riche en plaquettes, et il n'y a pas de risque de contamination. Donc vous faites votre prélèvement sanguin, vous le centrifugez, c'est une centrifugeuse qui vous est mise à disposition, et à la suite le culot globulaire est piégé vers le bas, et en haut vous avez votre plasma avec plein de petites plaquettes qui sont remises en suspension. Alors il n'y a pas un PRP, mais il y a plusieurs PRP. Il n'y a pas de consensus pour la préparation du PRP, donc plasma riche en plaquettes aujourd'hui, mais on est quand même d'accord pour dire que c'est bien d'utiliser un dispositif médical pour être en circuit fermé. Il existe actuellement 12 dispositifs médicaux qui ont le marquage CE qu'on peut utiliser en Europe. Donc l'intérêt du PRP, c'est l'effet paracrine. C'est-à-dire que ça a 3 effets quand vous injectez du PRP dans un tissu, et en particulier dans un tissu en souffrance. Je sais que moi, quand j'ai fait ma thèse de sciences, il y avait beaucoup de chirurgiens cardiaques qui s'amusaient à mettre du PRP dans des cœurs en souffrance myocardique pour voir s'il y avait plus de régénération. Voilà, alors moi je l'utilise dans la peau parce que mon organe de prédilection c'est la peau et la graisse, mais on pourrait l'utiliser bien sûr dans d'autres domaines. Il y a beaucoup d'urologues qui l'utilisent, je le sais, les orthopédistes, je me dépêche. Ce PRP va avoir un effet immunomodulateur, c'est-à-dire qu'il va calmer les cellules inflammatoires localement, donc ça c'est très intéressant. Il va en même temps stimuler les cellules endothéliales et il va y avoir une néoangiogénèse. Et le 3e effet qui nous intéresse particulièrement pour la régénération tissulaire, c'est qu'il va stimuler les cellules locales, donc notamment les fibroblastes qu'on peut retrouver dans la sous-muqueuse ou dans le derme de la peau. Et du coup, ces fibroblastes vont sécréter plus de collagène, plus d'élacide et d'acide hyaluronique endogène. Donc ça va vraiment permettre d'étoffer, d'épaissir le tissu. Alors ces plaquettes, on peut les activer pour qu'elles se dégranulent plus vite et pour que le produit soit visqueux. Et là, en l'occurrence, dans cette colle biologique autologue, l'innovation, c'est qu'on va utiliser la thrombine autologue humaine. Donc vous avez un tube pour prélever le plasma riche en plaquettes et un tube rouge que vous voyez là. On va faire également une prise de sang qu'on va centrifuger, et ce qui va nous permettre de récupérer la thrombine du patient lui-même. On va mélanger les deux. Et on va y associer du gluconate de calcium, ce qui est un activateur pour les plaquettes. Et en fait, le fait d'injecter les deux, ça va faire une véritable colle qui est tout à fait intéressante. Alors, je vous montre juste une petite vidéo pour vous montrer ce que ça donne. Vous voyez, c'est pas liquide, ça se gélifie en fait. Donc, je pense que ça a tout à fait sa place pour la chirurgie des nerfs, par exemple. Moi, si je faisais la chirurgie des nerfs, j'utiliserais ce type de colle autologue. Alors, paradoxalement, moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des chirurgiens cardiaques et des chirurgiens digestifs qui sont de l'étranger, qui sont venus faire de la colle autologue avec moi au bloc opératoire et qui l'utilisent pour les cicatrices de sternotomie, pour diminuer le risque de médiastinite. Donc il y a des études comme ça, et certains chirurgiens digestifs essaient de l'utiliser en plus sur les anastomoses digestives et vont mettre cette colle autologue autour de la... Mais je ne crois pas que ce soit fait en France. Voilà, donc c'est de l'innovation. Nous, on a publié 2 papiers sur le sujet dans 2 grandes revues américaines de chirurgie plastique. On avait utilisé en chirurgie reconstructrice cette colle autologue pour les patients qui avaient eu des fasciites nécrosantes, donc des nécroses très importantes, et on avait collé ces greffes de peau avec cette colle autologue, donc sans utiliser d'agrafe. Et ce qu'on avait vu, c'était une diminution significative de 50% du temps de cicatrisation. Donc le délai cicatriciel vraiment diminué, et également une meilleure prise de greffe, presque 90% versus 76%. Et enfin, on avait publié, c'est pour ça que je vous le présente dans cette session, l'utilisation de cette plaquette, cette colle autologue dans les séquelles d'amaigrissement. Donc on a fait énormément de cas où on a dans le plan sous-cutané injecté cette colle autologue avant de faire le surjet intradermique. Et on a évalué les résultats, donc on l'a utilisé dans les seins, dans les liftings de cuisses, des liftings de bras, plastie abdominale. Et nos résultats, c'est que, bon, malheureusement, il n'y avait pas de différence significative sur la qualité cicatricielle qui a été évaluée par une échelle, mais dans le groupe colle autologue biologique, on avait moins de collections post-opératoires et moins de sérum. Et on n'a eu absolument aucun effet secondaire.
Donc en conclusion, toutes ces innovations, est-ce qu'elles sont marketing, elles sont réelles? Moi maintenant, c'est des choses que j'utilise en pratique courante. En tout cas, c'est des innovations dont la balance bénéfice-risque sont positives. C'est de la prévention. Par contre, bien sûr, il y a un coût. Et puis j'insiste sur le fait de la transversalité. Tout ça, ça peut être tout à fait utilisé dans toutes les spécialités, que ce soit le laser péropératoire ou la colle biologique autologue. Je vous remercie pour votre attention. Je tiens à remercier l'exposé remarquable de Barbara, vraiment très très riche, avec plein d'ouvertures sur l'avenir, et en plus dans des domaines chirurgicaux qui sont transversaux. Et ça, pour l'Académie de chirurgie, c'est un message très important. Justement, il y a une question que tous les chirurgiens ont, c'est l'histoire des cicatrices kéloïdes. Donc ma question, c'est est-ce que le laser, vous avez essayé une prévention dans ce domaine ? Alors, effectivement, c'est l'étude qui manque à ce laser-là. C'est qu'on n'a pas fait l'étude sur les cicatrices pour la prévention des cicatrices kéloïdes. Alors nous, c'est vrai qu'on demande toujours aux patients, avant de faire justement ce type de chirurgie, aux patients de nous montrer une cicatrice de leur corps pour évaluer comment ils cicatrisent. Et c'est vrai que les patients qui font ces cicatrices kéloïdes, c'est pas facile. Donc en général, nous, on met en systématique des corticoïdes, donc du Kenacort trop tard, dans la cicatrice. Et puis, on fait toujours de la pressothérapie avec des plaques de silicone. On fait beaucoup de choses. On fait des lasers de resurfaçage. Mais effectivement, ça, c'est une recherche qu'ils n'ont pas encore mis en place. Ça serait tout à fait à faire. Le sujet, c'est la prédictivité de la formation de la kéloïde. Il y a des gens à risque, c'est la couleur de peau, évidemment, bien sûr. Mais, oui, monsieur, cher ami, cher côté, professeur Catonnet. Chirurgie orthopédique. Yves Catonnet, donc chirurgie orthopédique à Paris. Je voulais dire que cette session a été passionnante, en particulier, même pour un non-spécialiste comme moi. Je voudrais aborder une question générale. On a montré pratiquement que des exemples de femmes. J'avais vu un seul exemple, c'est le professeur Méningot qui l'a montré. On a l'impression que c'est une chirurgie pour la femme. Il y a quand même, et quel est le ratio homme-femme de ce type de chirurgie? Alors, le ratio, il est à peu près évalué à 20%, 20-30%. Donc et ça augmente. On sait, là, il y en a eu les chiffres de la Société mondiale de chirurgie plastique qui nous montrent que la croissance de la chirurgie plastique et de la médecine esthétique chez les hommes est une croissance à 2 chiffres. On est sur certaines indications plus de 50%, 80% par an. Voilà, donc ça change. Et effectivement, on n'a pas montré beaucoup de cas. Alors je pense qu'aussi, messieurs, ils ne se laissent pas trop prendre en photo. Peut-être que c'est pour ça aussi, je ne sais pas. Je pense qu'avec l'âge de la retraite qui s'allonge, comme va discuter notre gouvernement, nous aurons de plus en plus d'hommes qui font de la chirurgie du rajeunissement. Voilà. Oui. Alors, on a une collègue chirurgienne plasticienne, médecin anti-âge, Catherine de Coursac, qui a écrit des bouquins sur progressivement la masculinisation de la chirurgie plastique. Et effectivement, les chiffres de l'ISAPS, c'est la société internationale qui fait des statistiques au niveau mondial sur les chiffres de fréquence de tel ou tel acte chirurgical de chirurgie plastique, montrent que c'est vraiment exponentiel, vraiment ça, avec une rapidité récente, mais de plus en plus forte. Donc la demande en chirurgie esthétique des hommes elle couvre beaucoup de domaines, aussi bien par exemple le problème de chirurgie capillaire, de réparation, le nez, la pénoplastie si on veut augmenter le diamètre du pénis, etc., etc. Et donc il y a des demandes avec peut-être l'évolution des mœurs qui fait que cette demande devient légitime. Et en plus, il y a ce que dit très bien Madame de Goursac, c'est le côté représentation sociale, la justification par l'image de l'homme dans la société. Ça lui permet de mieux travailler, d'avoir plus d'impact. Donc ça construit la demande. Maintenant, ça a un coût.
Et donc, mais les innovations qu'a montrées Barbara me paraissent particulièrement intéressantes. Jean-Paul, commentaire pour la masculinisation de la chirurgie plastique. Merci. Bon, je pense qu'effectivement la masculinisation progresse. Il y a quelque temps, elle n'était que de 10%. Donc là, ça augmente sensiblement. Il y a moins de tabous. Donc effectivement, j'ai montré quelques photos d'hommes. J'ai une bonne collection d'hommes qui sont intéressés. Et ce sont toutes sortes d'hommes, des professionnels, des cadres. Enfin, il n'y a pas de catégorie d'hommes qui soient intéressés par ce type de chirurgie. Pas du tout. Voilà, il nous reste à remercier Barbara et toute son équipe. Cette séance a été remarquable. On vous remercie beaucoup et on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour continuer les séances de l'Académie, les séances hebdomadaires. Merci à vous et bravo.